Parce qu'on se raconte tous des histoires, tout le temps. En vérité, nous sommes pétris de mises en récit que nous ne détectons même plus. Même les hommes des cavernes se racontaient à eux-mêmes avec les moyens du bord, et ils ont laissé des peintures et des gravures sur les murs de leurs grottes. Note de bas de page. Petit 1. Je suis désolée d'aller si vite. Ce que je fais là, c'est l'équivalent d'un « depuis la nuit des temps » en début de dissertation. Ça va contre mon ethos professoral et c'est scandaleux. Désagréable, humiliant. Mais je suis moi-même prise dans une tension narrative. On y reviendra. Je n'ai pas le temps de m'étendre, il faut que j'avance. Et donc, depuis la nuit des temps, Dès l'époque des peintures rupestres, on repère un problème de non-adéquation du récit et du réel. petit 2. Précision utile, dans cet ouvrage, je vais désigner par réel tout ce qui n'est pas transmis par le récit ou par un énoncé textuel. Quel problème précisément? Petit 3. Les notes de bas de page sont addictives. Dans La théorie de la fiction panier, l'autrice américaine Ursula Le Guin se demande comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs a pu devenir le berceau de récits qui ne parlent que des chasseurs. Elle met en balance le fait que la viande constituait une part minime de notre alimentation. Entre 65 et 80% de la nourriture des humains était cueillie. Et la place occupée sur les parois des grottes et dans les pensées par les chasseurs de mammouths. Ce n'est pas parce que la viande était cruciale que les chasseurs se sont imposés. C'est parce que leur histoire était meilleure. Et c'est vrai que les récits de cueillette sont un peu délicats à construire. Si je vous raconte par exemple que j'ai passé ma journée dans les bois et que j'ai cueilli une érelle, ce n'est pas trépidant. Je peux bien sûr essayer d'y mettre un peu plus d'intensité. Aujourd'hui, j'ai cueilli une érelle, suivie d'une autre érelle. Puis je suis tombée sur un merveilleux coin érelle. Elles étaient rouges et brillantes, les plus belles de toutes les érelles. Et moi, je les cueillis par poignées. Et bon, autant l'avouer, même si je rajoutais des chiasmes et des homotélotes. Petit 4. Figure chérie de Victor Hugo, le chiasme est un croisement de mots ou d'expressions dans une phrase selon le modèle ABBA. Quant à l'homéotélote, malgré son nom barbare, il consiste uniquement en la répétition de syllabes à la fin des mots ou des phrases, ce qui crée des rimes internes et rapprochées. Et est-ce que je vous ennuie maintenant? Il y a de fortes chances que je vous ennuie. Mais, si je vous raconte qu'un mammouth monstrueux a foncé sur moi, J'étais tapie dans une fosse gluante creusée pendant la nuit. Et quand il est arrivé tout près de moi, énorme et terrifiant, j'ai jailli d'un bond. Il a essayé de me donner un premier coup de défense. Bim, parade avec le bâton. Deuxième coup de défense, esquive latérale, roulé-boulé. Je plonge entre ses pattes, je glisse ma jambe, ma lance dans son ventre, il y a du sang partout, ça jaillit au torrent. là, bien sûr, il y a plus de chances que j'ai votre attention. Là, il y a de l'action, Du conflit, Un héros. c'est formidable. Mais c'est aussi un problème. Parce que ce type d'histoire n'est que l'histoire du héros. avant que vous vous en soyez rendu compte. Les hommes et les femmes dans le coin d'avoine sauvage, leurs enfants, L'habileté des faiseurs Les pensées des pensifs et les chants des chanteurs ne sont plus que des éléments de la nouvelle histoire, appelés au service. de la saga. du héros. Ursula Le Guin. On a oublié les cueilleurs. On aurait dû inventer une fiction panier, pas une fiction lance, dit Le Guin, parce que alors le récit n'aurait pas trahi le réel. Maintenant, je vous propose de faire un petit bond de quelques milliers d'années pour s'intéresser à un autre type de récit. Je voudrais vous parler d'Aristote, et plus précisément de la poétique. La poétique, c'est l'ouvrage dans lequel Aristote évoque la tragédie grecque et dresse une sorte de bilan. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? En la relisant pour les besoins de ce livre, je me suis dit qu'Aristote ressemblait à une version démoniaque et dictatoriale de moi quand je donne un atelier d'écriture.
Le schéma narratif de notre société ressemble à ça. Situation de départ. Je suis un chasseur naturel très fin, donc élément déclencheur, je pars chasser. Péripétie. Admettons que je repère le mammouth très tôt, mais que je me torde la cheville. Ce qui fait monter la tension narrative. Point culminant. Également appelé climax. Le mammouth me fonce dessus et je le tue. Action descendante, je traîne son gros corps jusqu'à la grotte. Résolution, on le mange tous ensemble autour d'un grand banquet. Petit 5. Petit 5. Notez que vous pouvez remplacer le mammouth par un zombie, un stormtrooper ou par n'importe quel autre méchant avec un accent exotique. Ça marche encore. Mais je vous conseillerais d'éviter de le manger. Petite parenthèse, on préfère parfois résumer les textes par un schéma actentiel plutôt que par un schéma narratif. C'est visuellement encore plus simple. Le sujet, ou héros, veut quelque chose que l'on désignera comme objet. Le sujet est, dans la plupart des cas, un homme remarquable, comme celui qu'exigeait Aristote. Un homme qui n'est ni une femme ni un esclave, donc. Ou, pour le dire autrement, dans un vocabulaire plus contemporain, même si ça risque de piquer, un homme blanc. Les adjuvants peuvent être des femmes. Mais elles sont souvent peu fiables, comme les James Bond Girls. Et passe d'adjuvante à opposante. Ou l'inverse. Et puis retour. Petit 6. On notera aussi que comme adjuvante, les femmes apportent une aide limitée au héros, en se contentant très souvent de hurler son prénom au moment où l'opposant dégaine une arme jusqu'alors cachée dans un élément de décor ou dans un revers de vêtements. C'est très désagréable. C'est un triangle en fait. Ou si on veut être poétique, c'est une montagne. Mais toutes nos histoires ne peuvent pas ressembler à une montagne. On se dit, mais attends, Joyce a écrit Ulysse depuis. Duras a écrit... Tout Duras. Et pourtant, ce schéma narratif pointu est puissamment et profondément ancré. Vous connaissez beaucoup d'histoires sans résolution? Petit 7. Un Américain, un Belge et un Français sont en haut de la Tour Eiffel. Et ils apprécient le paysage. Voilà. Pour en revenir à la question des hommes remarquables qui auraient pour tâche de gravir la fameuse histoire montagne, est-ce qu'on ne l'aurait pas dépassé? Hollande déclare en 2012 vouloir être un président normal. J'ai retracé les articles qui ont suivi la déclaration de Hollande et la plupart traitent la normalité comme un va-et-vient entre l'héroïsme et la nullité. Dans une tentative affolée pour conclure un article, l'Express nous apprend que François Hollande aime la compote. Avec des morceaux.